J'ai recueilli une fille pauvre et innocente que personne ne voulait. Par solitude, égoïstement, je l'ai gardée à mes côtés. Je l'ai aidée à payer ses dettes et je l'ai soutenue dans ses études. Malheureusement, nous avions 7 ans de différence et elle a toujours été froide et distante avec moi jusqu'à ce qu'un garçon de son âge apparaisse. Je l'ai vu perdre son âme en le regardant et cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir du tout. Le jour où nous nous sommes séparés, elle a soupiré de soulagement, s'est retournée et est partie sans se retourner. Mais ce même jour, j'ai eu un accident de voiture. Les journaux, grands et petits, ont annoncé à l'unisson que j'étais mort. Qui aurait imaginé qu'année plus tard, je réapparaîtrais? Elle a perdu ses moyens, s'est accrochée au bras de mon frère et a dit « Je je savais que tu n'étais pas mort. » J'ai souri froidement et répondu « Oui, je ne suis pas mort, mais ton frère ne t'aime plus. » Bonjour, cela fait 4 ans depuis ma mort. J'ai honte de l'admettre, mais cette fois, je suis revenu dans le pays pour récupérer ce qui m'appartenait toujours. Ma montre préférée, celle que j'aimais le plus de mon vivant, est sur le point d'être mise aux enchères. Alors je suis revenu en silence. À la vente aux enchères, je me suis assis au dernier rang, dans un coin sombre, observant. Théo a chuchoté. « Bonjour, monsieur David, le sous-directeur Lacroix et son frère sont ici, au premier rang. On dirait qu'ils sont venus pour votre montre en or. » J'ai souri. Il avait raison. Cette montre était un cadeau de ma grand-mère quand j'ai eu 21 ans. 20 ans n'ont rien à voir avec la famille Lacroix. Cette année-là, Dupont est devenu fou en faisant un scandale. Je me souviens encore comment il a crié « Je suis le fils biologique. C'est le seul des Lacroix. Pourquoi le donne-t-il à David? Il n'est pas de notre famille. » Tous les présents à la fête d'anniversaire l'ont entendu et mon secret de famille, si soigneusement gardé, a été révélé. C'est vrai, quand mes parents se sont mariés, les médecins leur ont dit qu'ils ne pourraient pas avoir d'enfants, alors ils m'ont adopté. Mais 7 ans plus tard, ma mère est miraculeusement tombée enceinte et a donné naissance à Dupont. De l'extérieur, ils nous traitaient comme des enfants égaux. Enveloppés dans une fausse apparence de justice, mais derrière les portes closes, il y a 4 ans, c'était une autre histoire. Ma grand-mère était la seule qui m'aimait vraiment. Après sa mort, j'ai perdu tout soutien dans cette maison. Il y a 4 ans, mes parents et Dupont ont été diagnostiqués avec une dépression. Ils m'ont désigné du doigt et ont crié « Je ne veux pas voir David ». Chaque fois que je le vois, je rechute. Mes parents, la tête basse et pleins de culpabilité, ont dit « David, nous n'avons vraiment pas d'autre choix. Tu pourrais partir un moment » et ainsi ils m'ont mis dehors pour apaiser Dupont. Mes parents ont soudoyé les médias et ont annoncé que j'étais mort dans un accident. Cette mort a duré 4 ans. Quelle ironie. Théo murmura à mes côtés. La famille Lacroix est presque en faillite. D'où prennent-ils de l'argent pour venir à une enchère? Une dame au premier rang, en entendant cela, s'est tournée pour nous parler. On voit que vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Ils ne savent pas que Dupont a une petite amie milliardaire. Que veut-il dire? Demandai-je. Je regardais dans la direction qu'il désignait et le cheval à côté d'elle s'exclama, étonné. L'actuelle héritière du groupe Garcia, Ariane. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Je levai les yeux juste au moment où Ariane tournait la tête vers moi. Je baissai rapidement le regard. Heureusement, il n'y avait pas de lumière au dernier rang et j'étais couvert par l'ombre. Elle ne pouvait pas me voir clairement. Ce n'était pas la peur de la croiser, mais j'avais promis à mes parents que je partirais avec l'argent et que je ne me présenterais jamais devant Dupont par gratitude pour m'avoir élevé. Je ne voulais pas rompre ma promesse. Le gentleman continua avec enthousiasme. En réalité, Ariane est la fille illégitime de Monsieur Garcia. Jusqu'à 20 ans, la famille Garcia ne l'a pas reconnue. Après que la fille aînée soit morte de leucémie, sans autre héritier, ils l'ont acceptée de nouveau chez eux. Ne vous laissez pas tromper par sa froideur. Elle n'a que 24 ans. 24, encore si jeune. Je l'observais depuis l'obscurité. Elle avait tant changé. La première fois que je l'ai rencontrée, elle portait un vieux t-shirt raccommodé. Un jean déchiré jusqu'aux genoux, maintenant radieuse, ses cheveux lisses tombaient sur sa taille. Des lunettes sans monture encadraient son regard froid et hautain. Son assistante lui parlait, dit quelque chose qui la fit sourire. Et elle poussa doucement ses lunettes avec le doigt. Ce geste, cette scène me ramenait au passé. Quand je lui demandais de porter des lunettes parce que j'aimais les filles avec un air intellectuel. Quand elle les mettait, c'était exactement comme ça, son doigt poussant la monture pendant que je l'enlaçais. Qui aurait imaginé que cette pauvre fille, forcée de faire semblant d'être ma maîtresse, serait maintenant la propriétaire de l'enchère? Théo me chuchota. Quelle relation la mademoiselle Garcia a-t-elle avec Dupont? Que peut-elle être d'autre? Dit le gentleman d'un ton ambigu. Ils ne l'ont pas encore rendu public, mais tout le monde sait qu'il y aura bientôt de bonnes nouvelles. Je ne réagis pas. Mon expression resta calme, comme si je n'avais rien entendu. L'enchère commença. Ils montèrent la montre en or sur scène. Je ne pouvais pas enchérir en personne, alors Théo le fit pour moi. Quand nous étions sur le point de gagner, quelqu'un au premier rang leva la palette. 1 million de dollars. C'était la voix d'Ariane, douce mais ferme, tranchant l'air comme une lame. Théo ne manquait pas d'argent, mais il n'était plus aussi riche qu'elle. Après quelques rondes de plus, Théo perdit la montre. C'était pour Ariane. Que comptait-elle faire d'une montre d'homme? Bien sûr, pour l'offrir à un autre homme.
Théo soupira, déçu. Je suis désolé, monsieur David, répondis-je calmement. Ce n'est pas grave, vraiment. Elle va la donner à Dupont? Théo grogna. Prendre un cadeau de l'ex pour le donner au nouveau. Quel mauvais goût. Alors, je fixai la nuque d'Ariane. Je voulais la transpercer du regard, comme si je l'avais présentée. Elle tourna brusquement la tête, peu être pour voir qui avait osé lui faire concurrence, et juste à ce moment-là, Théo me regarda. Les lumières s'allumèrent d'un coup. Ariane s'arrêta un instant. Ce regard devait vraiment l'effrayer. Elle venait de miser et de gagner la relique de son ex-petite amie, et tout à coup, elle crut voir son fantôme. En sortant du salon, Théo et moi n'arrêtions pas de rire. Théo demanda « Frère, comment as-tu connu Ariane ?» Je répondis « À force de pression et de séduction, sinon comment ?» Théo ouvrit grand les yeux. « Tu ne rigoles pas ?» dis-je en souriant froidement. Je n'ai jamais été un saint. La première fois que je l'ai vue, Ariane avait 19 ans et moi 26. À l'époque, Dupont ne souffrait pas encore de dépression, mais les relations familiales étaient déjà mauvaises. Je vivais seul par moi-même. Je rentrais chez les Lacroix de temps en temps. Un jour, en promenant le chien, je tombais sur Ariane. Elle était assise sur le trottoir, avec une expression abattue. Dans ma tête, il n'y avait qu'une pensée. Cette fille est magnifique, juste mon type. Mais à côté d'elle, il y avait une bouteille de pesticides, celle qu'on voit aux nouvelles parce que les gens se suicidant avec. À cause de ses vêtements et de son air, je compris tout de suite, c'était un petit chat tombé dans le désespoir, une tristesse pour un tel visage. Ce petit chat gardait encore une certaine dignité. En me voyant, elle cacha la bouteille derrière son dos. Peut être était-ce de la compassion, peut être une simple faiblesse de conquérant, mais je m'approchai pour lui parler. « As-tu vu mon chien ? Cette race coûte 10 000 de plus que toi, Ariane. » Ariane n'avait jamais entendu qu'un chien coûtait autant. Elle me regarda le chien, et à la fin on pouvait voir qu'elle se sentait vaincue, comme si elle valait moins qu'un animal. Alors je lui dis « Je suis un homme aisé, il ne me manque qu'une petite amie. Tu es partante ?» Ariane n'accepta pas. Je n'étais pas pressé non plus. Je lui laissai mon numéro, lui pris la bouteille de poison et lui dis de bien réfléchir avant d'appeler. Une semaine plus tard, elle appela vraiment. Elle arriva pleine de blessures. « Peux-tu m'aider ?» Oui, elle me regarda sous la pluie avec un regard suppliant et je souris. « Appelle-moi frère. » Elle garda le silence un long moment et finalement, docile, baissa la tête. Frère, plus tard, j'appris que sa mère venait de mourir. Ce n'était pas une bonne mère, ivre, elle lui brisait des bouteilles sur la tête, l'insultait, la traitait de parasite et de bâtarde. Avec les années, Ariane comprit qu'en partie, c'était vrai. Elle était une fille illégitime. Au début, sa mère pensait l'utiliser pour gravir les échelons sociaux, mais elle échoua et ne recevait presque plus de pension. Elle la haïssait et en mourant, lui laissa une dette colossale qu'elle ne pouvait pas payer. Elle la haïssait et, en mourant, lui laissa une dette colossale qu'elle ne pouvait pas payer. Les créanciers sont allés jusqu'à son école et l'ont forcée à abandonner ses études. Le jour où elle est venue me chercher, les blessures étaient celles des collecteurs. C'était pitoyable. Je me voyais en elle. Moi non plus, je n'étais pas aimé par mes parents. C'était comme voir ma propre ombre. C'est pourquoi je l'ai bien traitée. J'ai payé ses dettes et j'ai cherché un moyen qu'elle continue à étudier. En ce qui concerne Ariane, je ne pouvais pas. Je ne savais pas la déchiffrer. Elle était obéissante, elle venait dès que je l'appelais, elle faisait des efforts. Pour la Saint-Valentin, elle dépensait son salaire supplémentaire en cadeau pour moi. Quand elle était ivre, elle m'enlaçait et me racontait ses histoires, mais la plupart du temps, elle était silencieuse, un peu froide. Je pensais que c'était son caractère, jusqu'à ce que Dupont apparaisse. C'était comme un rayon de lumière dans sa vie. Il partageait des hobbies, regardait le même anime, comprenait des tendances internet que je ne comprenais pas, et surtout, ils avaient le même âge. Ariane souriait plus, parlait plus, je la voyais agitée. Un jour, elle m'a demandé « Ne dis pas à Dupont ce qui se passe entre nous ». Cette phrase m'a piqué l'oreille, c'était si embarrassant pour elle d'être avec moi. Ou alors pour elle, c'était une relation illégitime. Je suis resté figé. Que crois-tu que cela a été cette année? Elle a serré les lèvres. Tu es ça, c'est mon sponsor. J'ai ri avec colère. Ah oui, et tu achètes des cadeaux à ton sponsor avec ton salaire? Tu accroches ton nom et celui de ton sponsor sur l'arbre de l'amour de l'église? Ivre? Tu lui dis que tu veux vieillir ensemble, et maintenant tu dis que je suis juste ton sponsor. Elle a baissé la tête pour la première fois, je me suis fâché. Oui, je suis ton sponsor, alors toi, petite, tu devrais connaître ta place. Quel droit as-tu de demander? Ensuite, je l'ai appelé intentionnellement devant Dupont, plus près que d'habitude. Ariane a rougi, embarrassée, mais elle n'a pas pu refuser. Ensuite, Dupont est tombé en dépression. Mes parents m'ont supplié de disparaître, ils ne m'aimaient pas. J'ai décidé de partir. Ce jour-là, j'ai dit à Ariane que nous en avions terminé. Elle a demandé pourquoi et j'ai répondu « J'en ai assez de jouer ». La lumière dans ses yeux s'est éteinte, mais elle semblait soulagée. Elle est partie sans se retourner. Le lendemain, les journaux ont annoncé qu'elle était morte dans un accident. Maintenant, en y pensant, ma mort a été sa libération. Elle devait déjà aimer Dupont. Cela fait 4 ou 5 ans, un long amour.
J'ai souri de soulagement et, avec Théo, je suis descendu au parking. Derrière moi, soudain, une voix a résonné. Rien qu'en entendant une syllabe, j'ai su que c'était Ariane. J'étais déjà trop familier avec son ton, douceur, émotion, supplication, ou cette voix rauque contenue. Je les avais toutes entendues auparavant. David, je ne me suis pas arrêté. J'ai même accéléré le pas pour m'éloigner. Ariane a marché en titubant et soudain s'est interposée devant moi. Sa voix tremblait. « David, je sais, tu n'es pas mort. » La voix résonna dans le parking souterrain. Théo me lança un regard me montrant de courir, mais je ne le fis pas. Je retirai calmement le masque et la casquette. Les yeux d'Ariane s'illuminèrent de joie. « C'est toi, vraiment, c'est toi. Qui cherches-tu » demandai-je. Elle hésita. « Ne rigole pas, tu es David. » Je ne m'appelle pas comme ça. Sortis mes documents et les lui montrai. « Je m'appelle Thorez. » Ariane fronça fortement les sourcils. Alors, je sortis tous les papiers que j'avais sur moi, tous avec le nom Thorez Martinez imprimé en noir sur blanc. Je pensais que cela suffirait, mais elle continuait d'insister, sans me lâcher. Il ne peut pas y avoir deux personnes si semblables. Tu es mon frère. Cette année-là, je n'ai jamais vu le corps. Je savais que tu étais toujours en vie. Le ciel ne déçoit pas ceux qui attendent. Enfin, je t'ai trouvé. Je commençais à perdre patience. Je t'ai dit que je ne suis pas lui. Madame, si vous continuez ainsi, j'appellerai la police. J'ai enfin réussi à me débarrasser de son harcèlement lorsque la voiture s'éloigna. Ariane restait paralysée au même endroit. Théo commenta. Tu as aussi changé de nom légalement. La prochaine fois, fais attention, n'utilise pas l'ancien. Je sais, répondis-je. En réalité, Théo ne comprenait pas. J'avais changé de nom et de prénom non pas pour me cacher de quelqu'un, mais pour fuir le passé et recommencer. On dit que ma mère biologique portait le nom de Garcia. Alors j'ai pris le nom de Torres, espérant que ma vie puisse revenir à son point de départ, et qu'il ne soit jamais trop tard. Je pensais que l'enchère de ce jour-là ne serait qu'un petit incident, mais à ma grande surprise, le lendemain, je retrouvais Ariane cette nuit-là dans un bar bondé. Les lumières tamisées rendaient impossible de distinguer les visages. Je ne l'avais même pas remarqué. Je ne sais pas quand, mais Ariane était déjà derrière moi. « Toi », dit-elle. À vrai dire, entre le bruit et la musique, sa voix restait si claire qu'elle sonnait comme un ruisseau frais s'infiltrant dans mes oreilles. « Je ne suis pas la personne que tu cherches. »« Ne dis pas de bêtises, oui tu laisses, » répondis-je. Je ne me trompe pas, je me retournai. Les yeux d'Ariane étaient humides, pleins d'émotions contenues. Soudain, elle tendit la main et effleura doucement ma nuque. « Salut, tu as oublié de cacher la marque de naissance derrière mon cou. » Il y avait une petite tache rouge courbée comme un croissant de lune. Quand j'étais enfant, Dupont disait que mon frère portait malheur et mes parents m'obligeaient à la cacher comme si c'était quelque chose de honteux. Seule Ariane, à 19 ans, avait embrassé cette tache, me faisant croire qu'elle m'aimait vraiment. Et maintenant, à 24 ans, ses yeux brûlaient comme s'il voulait brûler ma peau. Et alors, qu'en est-il de la marque ? Demandai-je. Mon frère l'avait. Il ne peut pas y avoir un autre pareil. Jusqu'à quand vas-tu continuer à fuir ? Salut, tu as oublié de cacher la marque de naissance derrière mon cou. Il y avait une petite tache rouge courbée comme un croissant de lune. Enfant, Dupont disait que mon frère portait malheur, et mes parents m'obligeaient à le cacher comme si c'était quelque chose de honteux. Seulement Ariane, quand elle avait 19 ans, avait embrassé cette tache, me faisant croire qu'elle m'aimait vraiment. Et maintenant, à 24 ans, ses yeux brûlaient comme s'il voulait brûler ma peau. Et qu'en est-il de la marque ? Ai-je demandé. Mon frère l'avait. Il ne peut y avoir d'autre pareil. Jusqu'à quand vas-tu continuer à fuir devant moi ? J'ai ri. Je ne veux tout simplement pas te prêter attention. Après ça, peu importe ce qu'Ariane disait, je l'ignorais. J'ai même fait semblant d'échanger des numéros avec une fille qui passait. « David, je t'ai cherché pendant des années. Salut, pourrais-tu me regarder une fois ? Ne me déteste plus. » Oui, je l'ai ignoré. Et à ce moment-là, la fille d'avant est revenue et a demandé « Salut, tu viens chez moi ce soir un moment ?» J'ai répondu intentionnellement. « Bien sûr. » Ariane s'est énervée. « Non, tu ne peux pas partir avec elle. Tu ne disais pas que j'étais celle que tu voulais le plus. » Soudain, elle m'a attrapé la main, l'a mise sur sa poitrine et m'a crié au milieu du bar que je l'avais touchée de manière inappropriée. Tout l'endroit est tombé dans le silence. Tout le monde s'est retourné pour me regarder. Je suis resté gelé, incapable de réagir, et Ariane a souri doucement, satisfaite. Peu importe où tu vas, c'est bien tant que c'est avec moi. 20 minutes plus tard, je me suis vu obligé d'aller avec elle au commissariat. Au début, j'ai pensé à partir, mais le propriétaire du bar a cru que j'étais un pervers et a appelé la police. Nous avons donc été interrogés séparément. Quand j'ai donné mes informations, Ariane est entrée en me regardant avec méfiance. Elle savait ce que je pensais. Au commissariat, il était impossible de le cacher. On m'a demandé mon identité, mais je n'avais pas peur. L'agent a scanné mon document et a dit « Ce monsieur a un enregistrement de résidence à l'étranger. Il vient juste de revenir. » Oui, j'ai eu de la malchance et je me suis retrouvé impliqué là, dedans. Ses parents sont décédés. Le policier a montré de la compassion et m'a rendu mes papiers. Nous avons vu les caméras. Vous n'êtes pas impliqué. Vous pouvez partir.
Ariane est restée paralysée. Elle n'a pas changé de nom ni répondu, alors les gens ont répondu. Le système ne montre aucun changement. Impossible. J'ai souri en silence et je suis sorti tranquillement. Vivre à l'étranger n'est pas facile, ce n'est pas facile. J'ai dû travailler dur pour devenir un entrepreneur naturalisé. Comment allais-je laisser une si petite fissure dans mon histoire? Théo m'attendait dans la voiture. À peine ai-je fermé la porte qu'Ariane a de nouveau tendu le bras pour m'arrêter. Elle a frappé fort le cadre en acier, mais elle n'a même pas réagi à la douleur. « Tu ne veux pas récupérer ta montre en or » a-t-elle dit. Je suis resté gelé. La montre en or de ma grand-mère était ma seule faiblesse. Mais même si c'était le cas, je ne pensais pas la laisser l'utiliser. Au pire, je la considérerais comme perdue. J'ai souri légèrement. « Ah, c'est vrai! Félicitations! Tu as réussi à vendre ce morceau avec une offre si élevée. Cela doit avoir une signification très spéciale, n'est-ce pas ?» J'ai parlé sans laisser échapper la moindre fissure. Ariane a manifesté une déception évidente, appuyant une main sur la porte de la voiture. Et sans le vouloir, elle a laissé entrevoir le bracelet sous sa manche. C'était le talisman d'amour que je lui avais offert des années auparavant, cette année où nous commencions à peine. Je l'avais acheté comme une petite surprise. À l'époque, Ariane était presque toujours absente de la maison. Ce ne fut que l'après-midi de la Saint-Valentin qu'elle a enfin répondu à ma vidéo appel. Je me suis senti un peu agacé. Où étais-tu? Je ne t'ai pas vu de toute la journée. Je suis en route. J'ai vu derrière elle la table de la salle à manger, encore un peu poussiéreuse. J'ai plissé les yeux et demandé « Où es-tu maintenant ?» Le regard d'Ariane s'est détourné. « Frère, attends-moi à la maison, je reviens. »« Où es-tu » J'ai demandé à nouveau. Avant qu'elle ne réponde, j'ai aperçu une femme en uniforme de service passer derrière elle. Je suis resté paralysé. Tu es dans un fast-food. Elle m'a envoyé sa localisation. Quand je suis arrivé, elle avait déjà terminé son service et était assise seule sur un banc devant le restaurant. Avec l'uniforme sale dans le sac, j'ai demandé « Ces jours-ci, tu te lèves tôt et rentres tard à cause de cet endroit ?» L'argent que je te donne n'est pas suffisant. La question était trop directe et j'ai vu une lueur de douleur dans son regard. Je voulais juste gagner un peu d'argent par moi-même. Ce n'est pas nécessaire, je t'ai dit que je m'occuperai de tes études. De plus, il y a beaucoup d'autres façons. Pourquoi dois-tu aller à cet endroit? J'ai regardé le petit vieux restaurant où le paiement était quotidien. Sa voix est devenue plus basse et a finalement tremblé. Tu me critiques? Je n'ai pas bien entendu, alors j'ai demandé. Qu'as-tu dit? Que faisais-tu? Rien. Elle a rapidement retrouvé son habituel détachement, mais avant de prendre main, elle a légèrement frotté sa paume contre ma chemise, comme pour enlever un peu de poussière imaginaire. En arrivant à la maison, Ariane a dit « Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. J'ai acheté un cadeau pour toi avec mon salaire. » Par coïncidence, j'avais aussi préparé un cadeau pour elle. Nous avons caché les cadeaux derrière notre dos. Nous avons convenu de les sortir tous les deux au compte de 3. Quand nous les avons montrés, c'était 2 boîtes identiques. À l'intérieur, 2 bracelets exactement identiques. Le sien coûtait 50 $, le mien 5000 $. Je ne me souviens pas exactement de l'expression de son visage à ce moment-là, je me souviens juste que ses yeux étaient pleins de timidité et de honte. Désolé, je ne comprends pas beaucoup ces marques, ça m'a juste semblé joli. Donc, j'ai travaillé quelques jours au restaurant pour te l'acheter. C'était un cadeau, acheté avec la sueur et l'effort, et cela m'a profondément touché. Ce n'est pas grave, essaie-le. Le lendemain, un ami est venu rendre visite. Ariane était en train de laver des fruits dans la cuisine. Mon ami a vu le bracelet et a plaisanté « Waouh, maintenant tu portes des choses fausses !» Ariane s'est tendue. Je n'ai fait que sourire. Si ça me plaît, je le porte. Mon ami s'est moqué. Tu n'as pas peur que les gens rient? Cette nuit-là, quand je suis allé me doucher, j'ai laissé le bracelet à côté du lavabo. En sortant, il avait déjà disparu. Ariane a dit « Même si c'est faux, ça reste faux. Ce n'est pas digne de toi. Alors je n'aurai plus de cadeau de Saint-Valentin. Il y en aura encore. » Elle a baissé les yeux, sa voix douce mais déterminée. « Frère, un jour je te rachèterai une vraie. » À ce moment-là, je pensais sincèrement qu'elle m'aimait. Peu après, autre chose est arrivée. L'oncle d'Ariane est apparu. Avant, il ne s'était jamais soucié d'elle et de sa mère, mais en apprenant qu'elle avait un petit ami riche, il a voulu lui extorquer de l'argent. Elle a refusé. Il s'est immédiatement mis en colère et, au milieu du restaurant bondé, l'a insulté. « Je te plais, tu es entretenu, aussi bon marché que ta mère. » Cela a mis Ariane en furie et elle lui a donné une gifle. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit accompagné de sa femme et de plusieurs autres femmes. Elles l'ont traîné dans une ruelle et plusieurs personnes l'ont frappé. Pendant la bagarre, quelqu'un a arraché le bracelet. Le bracelet que je lui avais offert à Ariane est devenu fou. En pleurant et en rampant sur le sol pour récupérer le bracelet, la tante a cru qu'il était précieux et a essayé de l'attraper. Mais elle n'a pas lâché le bracelet. Elle s'est recroquevillée, le couvrant de ses 2 mains, et bien qu'elle ait été frappée, elle ne l'a pas lâché. Je n'ai appris tout cela qu'après avoir vérifié les caméras. Quand je l'ai trouvée, elle était tombée dans la ruelle vide, les cheveux en désordre. Les lèvres violettes, le corps couvert de blessures, elle utilisait la partie propre de ses vêtements pour nettoyer doucement, visiblement, le bracelet. Et ensuite, elle l'a remis à son poignet. J'ai couru vers elle et l'ai embrassée.
N'aie pas peur, désormais je te protégerai. Ce jour-là, Ariane m'a étreint fort et longtemps. Je croyais encore qu'elle m'aimait. Jusqu'ici, les souvenirs s'interrompent. Théo et moi. Nous sommes retournés à l'hôtel. Par habitude, avant de dormir, je me tenais au courant des nouvelles du jour. Mais au milieu de la conversation, sa voix a tremblé. Mec, il s'est passé quelque chose de grave. Que s'est-il passé? On a pris des photos de nous, pas seulement de toi, aussi d'Ariane. Plus précisément, la personne sur les photos était Ariane. Soudain, il semblait qu'elle était tombée du ciel, devenant la nouvelle héritière du groupe familial Garcia. Avec son beau visage et sa silhouette parfaite, elle est rapidement devenue le centre d'attention. Même de l'étranger, je voyais souvent des nouvelles à son sujet. Une fois, les médias ont capturé Ariane furieuse dans un bar et j'apparaissais aussi accidentellement sur la photo. Les commentaires disaient « L'homme à côté d'Ariane est-il son nouveau petit ami? A-t-elle déjà rompu avec Dupont ?» Puis, les gens ont commencé à enquêter et un expert d'internet a même trouvé d'anciennes photos de moi. « Attends, bonjour, n'est-ce pas très similaire à l'ex-petit ami d'Ariane ?» Tout le monde s'en est rendu compte. Oh mon Dieu, ils disent que l'ex-petit ami est en réalité le frère décédé du petit ami actuel. Qu'est-ce que c'est? C'est de la littérature. C'est une figure de remplacement. Elle était avec le frère cadet parce qu'elle manquait au plus vieux, et maintenant apparaît quelqu'un d'encore plus ressemblant au frère. Je ne sais pas si je dois dire qu'elle est loyale ou cruelle. S'il vous plaît, Ariane et Dupont n'ont jamais eu de relations publiques. Ils travaillaient simplement dans la même entreprise et pratiquement n'interagissaient pas. Clairement, Ariane gardait un visage froid. Il n'y avait qu'un couple de chimie forcé. Je suivais ce couple, mais plus je regardais, moins il y avait d'harmonie. Juste des comptes marketing qui les associaient pour le plaisir, alors j'ai vite cessé d'être fan. En lisant ces commentaires absurdes, j'ai eu la paresse de continuer. J'ai posé le téléphone de côté et je suis allé me coucher. Quelques jours plus tard, Théo et moi avions du temps libre. Et nous sommes sortis faire une promenade, passant par le nouveau centre commercial inauguré par le groupe Garcia. De loin, on voyait déjà un groupe de gens entourant quelques personnalités. Théo plissa les yeux et dit « Frère, c'est Ariane et Dupont ». Théo plissa les yeux et dit « Frère, c'est Ariane et Dupont ». Ils sont probablement à la cérémonie d'ouverture. Dupont n'était pas à ses côtés, il y avait plusieurs cadres entre eux. Par la disposition, il était évident qu'il était juste là pour faire acte de présence. Il se tournait d'un côté à l'autre, comme s'il essayait de se vanter de quelque chose. J'ai regardé attentivement, c'était la montre en or à son poignet. Théo l'a aussi vu et, furieux, a immédiatement lancé une réprimande. Moi, de mon côté, j'avais déjà préparé mon esprit, alors je suis resté plus calme que lui. Allez, partons. Ne regarde pas ces choses sales. Juste au moment où nous allions partir, un journaliste a soudainement demandé « Madame la directrice générale Garcia, la montre que vous avez payée 1 million de dollars aux enchères est maintenant au poignet de Monsieur Dupont. Est-ce un signe de bonne nouvelle à venir ?» Ariane a légèrement froncé les sourcils et a regardé Dupont. En un instant, ses yeux sont devenus rouges, un rouge d'indignation. « Qu'est-ce que c'est que ça que tu portes ?» a-t-elle elle demandait soudainement. Tout l'endroit est resté silencieux. Même moi, je me suis arrêté. C'est juste une montre, qu'est-ce qu'il se passe? Qui t'a donné le droit de porter quelque chose de faux à la cérémonie d'ouverture du groupe Garcia? En prononçant cela, toute la salle a frémi. Dupont a perdu toute contenance. Non, ce n'est pas faux, il essayait de mentir encore, mais Ariane, comme une folle, s'est précipitée pour lui arracher la montre et la jeter au sol avec force. Tu n'es pas digne de porter la montre de ton frère. Même si elle est fausse, tu n'es pas digne, Dupont. Combien de fois t'ai-je averti? Ne recommence pas à utiliser ces méthodes misérables. Toi et tes parents avez toujours utilisé l'histoire de ton frère pour me menacer, pour me forcer à supporter. Je veux aider ta famille, je ne veux plus le supporter. Dehors d'ici avec tes comptes marketing. Les journalistes sont restés stupéfaits quelques secondes, puis ont tous commencé à prendre des photos. L'un a appuyé sur le déclencheur en premier, clic, le flash a illuminé comme en plein jour, puis on a entendu des clichés de caméra sans arrêt. Dupont était sans visage, il avait toujours été extrêmement fier, mais il n'osait pas réagir face à Ariane. Au cours des dernières années, la famille Lacroix s'est presque effondrée, et grâce à Ariane, ils ont survécu. Il n'osait pas l'affronter, il déchargeait simplement sa colère sur les souvenirs. Dupont prit un stylo sur le bureau et commença à crier « Qu'est-ce que tu tires? Tu prendrais aussi en photo la mort de ta mère ?» Malheureusement, la pointe du stylo frappa la paupière d'un reporter. Un cri terrible résonna, tout se brisa. Dupont était fini, et avec son caractère sûr de lui, il n'avait pas de problème. Si ce n'est que devant ses parents, Ariane le protégeait. L'incident apparut rapidement en première page des principaux journaux. Ceux qui avaient acclamé le couple royal pleuraient maintenant inconsolablement. Il s'est avéré que tout était faux. Dupont avait payé pour créer des rumeurs de romance. Pire encore, la famille Lacroix était réelle. Des gens sans scrupules qui osaient utiliser la mort du frère pour lier Ariane. Les gens sur internet commentaient « Il s'avère que la belle Ariane n'a aimé David que depuis le début, mais ils sont séparés par la mort. Ils ne pourraient jamais être ensemble. La famille Lacroix est cruelle. »
Je jure que je ne remettrai plus jamais les pieds dans leur restaurant. J'espère juste que ce reporter va bien. Pas vraiment, répondit quelqu'un. Ils l'ont emmené d'urgence. La chirurgie a sauvé son œil, mais il ne retrouvera pas la vue et vient de perdre sa mère. Théo Dupont porte vraiment malheur. Sa langue est comme une malédiction. Le reporter a décidé de le poursuivre en justice pour blessure intentionnelle. Ariane ne s'impliquait plus. Selon Théo, qui savait tout, les parents d'Ariane avaient même essayé de supplier pour obtenir de l'aide, mais ils avaient été immédiatement expulsés. Peu de temps après, le centre commercial d'Ariane a signé un contrat avec le concurrent direct de la chaîne de restaurants de la famille Lacroix. J'ai compris pourquoi Diana avait changé d'attitude si rapidement. Parce que j'étais revenu. Maintenant que je l'avais retrouvée, je n'avais plus de raison de supporter quoi que ce soit, mais mon père adoptif, également appelé directeur général, est Joseph Lacroix. Il avait encore son dernier mouvement. Il a sorti le diagnostic de dépression de Dupont, chaque mot imbibé de larmes. Mon fils est un enfant simple, sensible et faible. Il souffre de dépression depuis longtemps. Je suis sûr qu'il n'agit pas intentionnellement et je demande à tous d'avoir un peu de compréhension et de tolérance envers un patient dépressif. Cette stratégie de relations publiques, ce discours a ému le public et l'opinion a commencé à changer de direction. Cela ne m'importait pas beaucoup ce qui lui arrivait. Je savais juste qu'il était temps d'aller visiter la tombe. Auparavant, Joseph craignait que je fuis le pays, alors il avait envoyé quelqu'un surveiller la tombe de ma grand-mère maternelle. S'il apparaissait, on l'informerait immédiatement. Maintenant, il est si occupé qu'il n'a plus de temps à me consacrer. Je me suis assise devant la tombe et j'ai raconté à ma grand-mère des choses triviales de ma vie à l'étranger. J'ai tant parlé qu'il était déjà passé midi. Alors que je me préparais à partir, quelqu'un est apparu de l'autre côté. Ariane tenait un bouquet de fleurs et je me suis figé sur place. Oui, c'est David. Elle était trop émue. Ariane venait aussi visiter la tombe de ma grand-mère. Elle savait que j'étais proche de ma grand-mère, alors chaque année, elle prenait le temps de s'en occuper à ma place. Es-tu vraiment toi? Ses yeux brillaient. Pourquoi ne m'as-tu pas reconnu avant? Non, ce n'est pas que je ne pouvais pas reconnaître, cette raison est suffisante. Tu es encore fâché contre moi. Ne pense pas trop, ai-je répondu froidement. Ton frère n'avait plus besoin de toi depuis longtemps. Je peux l'expliquer, murmura Ariane. Quand Dupont est apparu, cette année-là, je me suis trompé de personne. David, tu te souviens? Tu te souviens d'il y a 10 ans. Avant que je puisse terminer, une autre fille est soudainement apparue. David, l'assistant, a quelque chose à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens te chercher. D'accord. Je regardai la fille et lui dis « Cette robe te va très bien ». Elle rougit. « C'est toi qui l'as choisie pour moi ». Puis elle leva la tête et vit Ariane montrant sa surprise. « Oh, salut cousine. Toi aussi tu es ici. » Ariane pâlit comme un papier. « Véronique, que fais-tu ici ?»« J'étudie la gestion d'entreprise avec toi. » Véronique sourit innocemment. « N'est-ce pas David? J'étais déjà dans la voiture. Je t'ai averti. Ne parle pas avec des inconnus. Allez, aujourd'hui je suis fatigué. Tu travailles trop. Ce soir je te ferai un massage des pieds. » Elle regarda Ariane avec un air hautain. Ariane bloqua la porte de la voiture, froide. « Sur quoi te bases-tu » Sa présence était si imposante que je ne doutais pas un instant qu'elle pourrait anéantir Véronique en un instant. Mais Véronique continuait de sourire. « Sur quoi » J'ai seulement 19 ans. Véronique est la fille du cousin d'Ariane, elles ont le même âge. Elles ne s'étaient jamais vues et en fait elles étaient presque des inconnues l'une pour l'autre. Après que la fille aînée du président Garcia soit morte, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Véronique serait la successeur. Mais le président a retrouvé sa fille disparue. Pendant de nombreuses années, Ariane. Depuis lors, Véronique a disparu de la vue du public. Elle a étudié à l'étranger et grâce à cela, je l'ai connue. Entre elle et moi, il n'y a en réalité rien. Nous sommes juste amis. Je lui enseigne parfois quelques notions de gestion. La différence d'âge est grande. Donc je ne suis pas non plus intéressé romantiquement. Véronique est très habile dans l'art de la conversation. Ses mots, gestes et regards mettent les autres à l'aise. Ariane, cependant, ne se décourageait pas. Je ne sais pas d'où elle a obtenu mon numéro, mais elle m'a envoyé un message. « David, si tu veux récupérer la montre en or de ta grand-mère, je peux te la rendre. » Bien sûr, je n'ai pas refusé et nous avons convenu de nous rencontrer à l'hôtel. Ariane est arrivée et a posé la montre devant moi. « David, tu es occupé à regarder la montre. » En levant la tête, j'ai croisé son regard. Elle me regardait et souriait légèrement. « Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu sourire comme ça. Ton sourire est joli, souris plus souvent. Merci, et j'ai caché mon sourire. » Ariane a sorti une petite boîte bleue. « Et ceci est pour toi. » À l'intérieur se trouvait le bracelet de sa famille. Elle tenait la promesse qu'elle m'avait faite il y a des années. Je l'ai poussée doucement. Ce n'est pas nécessaire. La déception se reflétait sur son visage. « David, il y a quelque chose que je dois te dire directement. Il y a 10 ans, tu te souviens? David, une autre voix a interrompu. Véronique. » Elle est sortie de la salle de bain juste avec une serviette, les cheveux encore mouillés. « Où est ton t-shirt » Théo l'a emporté pour le laver. Il le ramènera ensuite. Alors je vais emprunter ta chemise pour l'instant. Elle a regardé Ariane et a souri.
Salut cousine, tu es ici aussi. Tu veux des fruits? Le ton semblait dire fais comme chez toi. Ariane est restée paralysée, puis désespérée. Ses yeux se vidaient comme un puits sec, sans vie. Quand Véronique est partie, elle a immédiatement cessé de jouer et a demandé à David de quoi vous parliez tous les deux. J'ai entendu que toi et ta cousine vous vous étiez rencontrés il y a 10 ans. J'ai froncé les sourcils pensant que je ne me souvenais pas et je n'étais pas très curieux de ce qu'Ariane avait dit. Théo a fini de réserver les vols. Dans 15 jours je partirai mais de façon inattendue, le couple de parents adoptifs a osé me chercher. Avant, ils faisaient semblant d'être proches. Maintenant, ils ont complètement montré leur vérité, leur vrai visage. Joseph, furieux, m'a pointé du doigt. David, pourquoi es-tu revenu dans le pays? Tu veux tuer ton frère? J'ai bu mon café calmement. Joseph, bonjour, je m'appelle Torres. Thor, je devrais plutôt t'appeler la bête. Tu es un fils ingrat que la famille Lacroix a élevé, je lui ai souri. Pourquoi évidemment quand tu m'as mis à la porte? Pourquoi ne l'as-tu pas dit quand tu m'as laissé seul au parc d'attractions? Pourquoi ne l'as-tu pas dit quand j'étais si malade que j'ai failli mourir et que personne ne l'a remarqué? Pourquoi n'as-tu rien dit? Joseph est grand et corpulent. Quand il se fâche, tout son visage tremble. Tu l'as fait exprès, bête ingrate. Tu savais que ton frère était déprimé et pourtant tu es revenu pour lui faire du mal, n'est-ce pas? J'ai demandé calmement. Dupont est déprimé? Tu en es sûr? Joseph a été surpris un instant. Mais il a rapidement retrouvé son calme et a crié « Mon fils est malade, je le sais mieux que quiconque. Seul quelqu'un sans conscience comme toi pourrait en douter. C'est de ta faute. Malade? J'ai sorti un papier du dossier et couvert la moitié supérieure. C'est le rapport de diagnostic. Oui, c'est ça. Attends, comment as-tu ça? J'ai laissé tomber ma main, révélant les informations du patient. C'est mon rapport. Il date d'il y a 4 ans. Joseph est resté paralysé. Le fils chéri de Joseph avait effectivement passé des examens. J'ai sorti un autre papier. Voici son rapport, patient Dupont. Tous les indicateurs sont normaux. En bonne santé, plus sain, c'est impossible. L'expression de Joseph est devenue presque comique. David, il savait sans aucun doute déjà ce résultat. Après tant d'années dans les affaires, comment n'aurais-je pas pu reconnaître un mensonge aussi bon marché? Mais il a choisi de faire semblant d'y croire. Et maintenant, je ne pouvais plus feindre. Je me sentais immédiatement affaibli. David peut être que la maladie de ton frère. N'a pas encore été diagnostiqué, donc tu es en train de dire qu'un hôpital national de 3e niveau n'a pas la capacité et a négligé le patient? Mon fils a dit qu'il ne se sentait pas bien. Il n'allait pas bien, donc c'était sûr qu'il n'allait pas bien. S'il fait un peu de bruit, qu'est-ce que ça peut faire? Tu es son grand frère, tu devrais céder un peu. Je suis resté silencieux, ne sachant pas comment réfuter. Après un moment, j'ai souri froidement, parlant sincèrement. Pourquoi m'ont-ils adopté cette année-là? Joseph, nerveux, a laissé échapper. Ils disent qu'il y a une coutume. Les couples sans enfants, s'ils adoptent un enfant. C'est ensuite plus facile pour eux d'avoir un enfant biologique. Donc ils n'ont jamais voulu que je sois vraiment leur fils. J'étais juste un outil pour que Dupont naisse. Une partie de ma vie s'est révélée être un rêve ridicule. Cette nuit-là, j'étais si abattu que j'ai bu plusieurs verres d'affilée. Un peu ivre en sortant du bar, j'ai vu une personne assise sur le bord du trottoir. Sa peau était blanche. Ses vêtements de bureau ajustés laissaient encore voir les courbes de son corps. En me voyant, Ariane s'est immédiatement levée. « David, j'étais sur le point de tomber. Elle m'a soutenu. Pourquoi as-tu tant bu? Allez, viens chez moi. » Je me suis arrêté puis j'ai lâché un rire. « Ne te méprends pas, tu avais quelque chose que tu n'as pas fini de dire ce soir. » Tout à coup, j'ai envie de l'entendre. L'histoire d'il y a 10 ans entre toi et Dupont. Elle m'a aidé à marcher lentement, sa voix était douce. Non, ce n'est pas l'histoire de moi et Dupont. C'est l'histoire d'il y a 10 ans entre moi et toi. Je connaissais très bien sa résidence actuelle, c'était exactement l'appartement que j'avais loué. Après être partie de chez les Lacroix, après que je sois mort, elle a acheté cet endroit. Le mobilier, la décoration même. Même le vase sur la table, tout était identique à l'époque. Même les roses sur la table, Ariane les changeait toujours régulièrement. Même couleur, toujours 3 et la position de chaque pétale identique à celle où je les plaçais. Elle a sorti une vieille boîte. À l'intérieur, il y avait une multitude de lettres jaunies par le temps. En regardant l'écriture, émue, elle a demandé « Ces lettres, c'est toi qui les as écrites, n'est-ce pas ?» Elle a doucement lissé chaque pli. « Tu étais Demi-Lune » c'était le pseudonyme que j'avais utilisé seulement pendant un court laps de temps. Il y a 10 ans, par hasard, je suis devenu ami par correspondance avec une fille du lycée. Dans ses lettres, elle racontait sa solitude et ses blessures. À ce moment-là, je souffrais aussi du froid de ma famille, donc je compatissais beaucoup avec elle. Notre relation était très pure, juste des amis par lettres. J'essayais de l'encourager à étudier avec assiduité et à vivre avec optimisme. Je ne lui ai pas donné mon vrai nom ni mon âge, craignant qu'elle ne se sente distante et n'ose pas en partager plus. Donc, quand elle m'a demandé mon âge, je lui ai menti. À peu près comme toi. Après, la correspondance s'est interrompue. Un jour, Dupont a vu ce pseudonyme, Demi-Lune. Il a dit « Quel joli nom, je veux l'utiliser ».
Alors il a changé tous ses réseaux sociaux en 2001 et m'a interdit de l'utiliser à nouveau. Je l'avais déjà oublié. Si je n'avais pas vu cette pile de lettres aujourd'hui, peut être que je ne m'en souviendrai jamais, David, a dit Ariane. Dupont utilisait sur le net le nom Trier Diète et avait ton âge. Alors j'ai pensé que c'était lui qui écrivait les lettres. Je lui ai même demandé et il l'a admis. J'étais un peu surpris, mais en y réfléchissant, c'était totalement son style. Dès qu'Ariane a posé la question, il a saisi l'occasion et a adopté cette identité. Après tout, Ariane est belle, issue d'une bonne famille. Qui ne voudrait pas la conquérir? Mais ce n'était pas une raison valable. J'ai dit froidement, tu dis que j'étais juste ton sponsor. Que signifie cela? Pourquoi tout le monde le dit-il? Tout le monde? Qui? Ariane baissa les yeux, ses longues cils tremblaient. Beaucoup de gens, des camarades, des chauffeurs, des amis à toi. Roi, amèrement, j'avais en effet quelques faux amis qui se liaient à moi uniquement par intérêt familial. Pas de cœur, je t'avais fait connaître. Devant moi, ils étaient très courtois, mais derrière ton dos, ils te méprisaient. Ils disaient que tu n'étais qu'un jouet, le fusée, mon animal de compagnie. Les serviteurs et chauffeurs à la maison le disaient aussi derrière. Même si tu travaillais, même si tu étudiais avec effort, à leurs yeux, tu restais un objet sans respect. Ces mots ont même atteint ton école, provoquant l'isolement de tes camarades de chambre. Et pourtant, tu ne m'as pas quitté. En le racontant, Ariane était très calme, sans trace de rancœur. Elle avait déjà mûri, avait appris à pardonner les vieilles blessures, David. Elle sourit faiblement. Chaque fois qu'elle pensait à les réfuter, elle ne trouvait pas les mots, car il semblait qu'ils n'avaient pas tort. Elle rit amèrement comme une enfant. Pour ma mère, elle était déjà habituée à l'isolement et aux moqueries. Quand, elle a grandi. Elle a de nouveau été isolée et ridiculisée par amour. C'était sa vraie vie, lui ai-je dit. Alors, me détestes-tu beaucoup pour t'avoir fait souffrir autant? Au contraire, la voix d'Ariane était très douce. Au collège, j'ai failli abandonner mes études. C'est grâce à la réception de tes lettres que j'ai décidé de continuer mes études. À 19 ans, j'étais déjà prête à me suicider. C'est toi qui m'as tendu la main et m'as ramené à la vie jusqu'à aujourd'hui. 2 fois, tu m'as aidé à sortir de l'obscurité. Tu m'as ramené sur le bon chemin, je te remercie, et je t'aime aussi beaucoup. J'ai cligné des yeux et demandé à voix basse. Alors, que sommes-nous l'un pour l'autre? Nous avons parlé d'argent et d'amour, mais quand l'argent passe en premier, l'amour est déplacé. En réalité, quand je me suis approché d'Ariane, je voulais juste élever un petit chat. Mais ensuite, elle n'était pas un simple petit chat. Elle était la compagne de mes solitudes, les bras chauds dans les nuits froides. La personne qui a réalisé toutes mes illusions, bien qu'elle semble froide à l'extérieur, elle n'a jamais manqué un seul moment où j'avais besoin d'elle. Ariane a toujours voulu se libérer des liens de son origine, mais la distance entre nous était trop grande. La réalité, encore et encore, la poussait de nouveau dans la boue. Bien que plus tard elle soit devenue Mademoiselle Garcia, une femme de haute position, elle ne pouvait pas oublier que, amie, elle a été celle que j'ai sortie de la boue. Ariane enfonçait sa tête dans l'oreiller dans le salon silencieux. Elle sanglotait doucement, pleurant sans tristesse, avec calme et résignation. Être avec toi a été la plus grande chance de ma vie. Je ne suis pas revenu avec elle, non par colère ni pour qu'elle se repente, mais parce qu'à mon âge, ma mentalité était différente. L'amour. Oui, c'est bien, mais ce n'est plus si important comparé à Ariane. Les affaires à l'étranger m'intéressaient beaucoup plus. Mais l'affaire de la famille Lacroix n'était pas terminée. Le faux certificat de dépression que Dupont avait fait, on ne sait comment, a été révélé. La famille Lacroix a soupçonné que j'avais fuité l'information, mais en réalité ce n'était pas le cas. J'ai voulu le faire, mais de son éducation, et je les ai pardonnés une fois. On ne peut que dire, si tu ne veux pas que d'autres le sachent, ne le fais pas. Dupont a été complètement diffamé. Ceux qui le défendaient autrefois étaient maintenant ceux qui l'insultaient le plus. En même temps, mon identité a également été révélée. David n'est pas mort. Les personnes impliquées ont révélé que pour que Dupont hérite sans problème, ils avaient inventé l'histoire selon laquelle David était mort. Les internautes ont inondé le web en critiquant la famille Lacroix, bien que M. Fuenne ait tenté toutes les stratégies de relations publiques. C'était inutile. Les partenaires commerciaux et les fournisseurs ont cessé de coopérer. Les consommateurs ont spontanément boycotté toute leur chaîne de restaurants. Dans sa colère, il a engagé des gens pour se venger de moi. Je n'étais pas sur mes gardes. Théo. Cette nuit-là, ils m'ont bloqué dans une ruelle sombre. Théo a été frappé jusqu'à perdre connaissance et on m'a forcé à boire des sédatifs. Avec la tête embrumée et sans force pour résister, il me frappait sans arrêt. Quelqu'un filmait même et criait « Tuez-le !» C'était la vengeance de la famille Lacroix. Ils voulaient ma mort. Alors que je tombais presque, soudain quelqu'un a écarté les brutes et les a renversés. C'était Ariane. Elle avait amené un groupe pour me sauver. Je l'ai juste vu saisir une barre de fer. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais dans une chambre étrange. Ariane était assise à côté du lit. J'ai demandé avec empressement « Où sommes-nous » Et Théo est-il bien dans la chambre d'à côté?
J'ai demandé avec empressement où nous étions et si Théo allait bien dans la chambre d'à côté. C'est un hôtel à proximité. Je vous ai amené d'abord, et alors j'ai vu que son corps était couvert de sang, la chemise blanche teintée de rouge. J'ai eu peur. Tu es blessé? Allons à l'hôpital. Ça ne va pas, chérie. Je souris. C'est leur sang. Celui des deux. Leur sang. Son calme excessif m'inquiétait. Que leur as-tu fait? L'un est mort. Je suis resté paralysé. Elle m'a doucement caressé l'épaule, comme pour me rassurer. Je me suis juste emporté, ça n'a rien à voir avec toi. Toute la responsabilité, je l'assumerai. Moi, étourdi, mais rapidement serein, je lui ai caressé le visage et lui ai dit « N'aie pas peur, je vais engager le meilleur avocat. Je témoignerai au procès pour toi, je prouverai que tu l'as fait seulement pour me sauver. » Ce n'est pas nécessaire, frère. Elle m'a serré la main, les yeux rouges. Tout est un mensonge. Tout est un mensonge. De grosses larmes tombaient une après l'autre, elle pleurait en sanglotant, appelant chérie. Ce rêve est si beau, mais je dois me réveiller. Raya, détenu numéro 7, Ariane. Le gardien a appelé, a fait l'appel. Ariane a levé les yeux, le regard vide, la voix rauque, épuisée. Un nouveau gardien a demandé, curieux, que lui arrive-t-il? On dit qu'elle est entrée comme ça, qu'elle n'allait pas bien, elle a des hallucinations fréquentes, elle appelle toujours chérie, mon amour. Chérie, qui est-ce? Ce n'est pas son frère, c'est son ex-petite amie. Tu ne l'as pas entendu, c'était elle il y a 4 ans. Celui qui a conduit et tué le fils de la famille Lacroix-Dupont. Ce cas a choqué tout le monde à l'époque. Il était si retentissant que presque tout le monde le connaissait. Et pourtant, il y avait ceux qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Le vieux gardien buvait une gorgée de thé et racontait calmement. À l'époque, il y avait une entreprise très célèbre. Le propriétaire avait 2 fils. L'aîné s'appelait David, il était adopté. Le plus jeune, Dupont, était son fils biologique. Il y a 4 ans, Dupont a dit qu'il souffrait de dépression, qu'il ne supportait pas d'avoir un frère adoptif plus parfait que lui. Devine ce que la famille Lacroix a fait. Le vieux gardien a tordu la bouche avec un sourire amer, à force de trop gâter le fils biologique. Ils ont décidé de se débarrasser de David. Ils ont même monté un faux accident pour qu'il meure et ainsi consoler le pauvre fils biologique. Quelque chose d'inouï. Une famille si étrange. La jeune gardienne est restée bouche bée. Mais que se passerait-il si Dupont apprenait le plan? Le vieux gardien a parlé lentement. On ne sait pas comment Dupont a réussi à remplacer le conducteur réel par lui-même. Et il a vraiment fini par tuer David. La jeune gardienne a frissonné et a pris une grande inspiration. Mon Dieu, quelle tragédie! La famille Lacroix a alors utilisé ses contacts pour couvrir cela. Ils ont aidé Dupont à échapper à un meurtre évident et il est resté libre comme si de rien n'était. Quelle indignation! Et qu'en est-il de la détenue numéro 7? Elle était la petite amie de David. Certains disent qu'il la soutenait. Personne ne sait si c'est vrai. Quand elle a su la vérité sur la mort de David, elle a demandé de l'aide partout, sans que la loi réagisse. Et à la fin, elle a utilisé le même procédé. Prendre une voiture et écraser Dupont. La voix du vieux gardien était lente. Comme la lumière du crépuscule, après avoir commis le crime, elle s'est rendue elle-même. La police a découvert sa véritable identité. Elle était la fille illégitime du conglomérat Garcia. Je crois qu'elle était une fille avec des sentiments. Elle aurait pu utiliser le pouvoir des Garcia pour s'en sortir, mais elle ne l'a pas fait. L'affaire a fait s'effondrer l'entreprise de son maître, où elle travaillait, complètement. Peu après, le propriétaire et sa femme sont morts, l'un après l'autre. La jeune gardienne a soupiré. Je suppose qu'à présent, dans ses hallucinations, elle retrouve David. Peut être que la famille Garcia a engagé un psychologue privé pour elle qui vient une fois par mois. Le médecin dit que dans ses hallucinations, elle essaie toujours de compenser sa culpabilité et d'expliquer des malentendus à David. Quel malentendu? Comment pourrais-je le savoir? Il s'était assis près de la fenêtre, regardant la lumière glisser lentement. Un jour de plus passait en silence. Peut être que ce malentendu était les lettres manuscrites de l'adolescence. Le regret d'avoir confondu quelqu'un, la faiblesse de ne pas avouer ses sentiments, le bracelet qu'elle n'a jamais pu offrir, les fois où la réalité les a vaincus et le « je t'aime » qu'il n'a jamais pu prononcer. 5 ans plus tard, je suis retourné dans le pays. J'ai à nouveau foulé la terre qui m'avait fait souffrir, mais mon cœur était étrangement serein. À peine âgé de 35 ans, j'ai reçu un appel étrange de mon pays. On me demandait si je pouvais aller chercher quelqu'un, et de l'autre côté du fil, un nom que je n'avais pas entendu depuis longtemps a résonné. Tant d'années plus tard, et pourtant, en l'entendant, je restais figé, le cœur battant. Je suis revenu, je suis allé à la prison pour femmes. Là, non seulement les fonctionnaires m'attendaient, mais aussi le psychologue. On m'a remis le dossier médical d'Ariane, ou plutôt les enregistrements de ses hallucinations. Dans ces hallucinations, elle pensait toujours que j'étais encore en vie. Elle souhaitait que j'aie du succès, que même en colère, je l'écoute expliquer. Qu'il y ait une chance de parler sincèrement. Dans ce monde imaginaire, je caressais sa joue et je lui pardonnais. Elle pensait toujours que j'étais encore en vie, souhaitait que j'aie du succès, que même en colère, je l'écoute expliquer. Qu'il y ait une chance de parler sincèrement.
Dans ce monde imaginaire, je caressais sa joue et je lui pardonnais. Je tournais les pages en silence, puis je touchais doucement mon visage. Oui, je n'étais pas mort, mais j'étais déjà une autre personne. Cette année-là, salut Dupont, j'ai failli y rester. J'ai miraculeusement échappé et je suis parti à l'étranger pour me faire soigner. Je n'ai osé contacter personne, l'accident m'a déformé le visage, et les médecins ont dû le reconstruire. J'ai changé de nom et depuis lors, personne n'a su que j'étais David. J'ai vécu une nouvelle vie, heureuse, épanouie, sans me marier, car j'aimais mon travail et je suis enfin devenu un entrepreneur célèbre. Maintenant, Ariane est sur le point de recevoir une libération conditionnelle. Le médecin dit que son état s'est presque complètement amélioré. Son comportement en prison est bon. J'ai contacté ses proches, mais personne ne veut venir la chercher. Elle était orpheline. La seule personne que je pourrais appeler famille, c'est peut être moi. Le médecin m'a dit, nous avons pensé qu'inconsciemment. Elle a créé une image, celle d'une fille de 19 ans, comme reflet d'elle-même. Alors, pour se faire des reproches et se réveiller, j'ai gardé le silence longtemps et hoché la tête. D'accord? Je viendrai la chercher. Le médecin a souri surpris. Vous voulez vraiment? J'ai souri froidement. Le passé est derrière moi. Bonjour. J'ai continué d'avancer. À presque 40 ans, que ne vais-je pas comprendre? De plus, mon entreprise est en pleine transformation. Peut être que son lien avec les Garcia sera utile. En le disant, je me suis moqué de moi-même. Je suis déjà vieux, je pense tout en termes de bénéfices. Ce n'est pas très élégant. J'ai signé les papiers et je suis passé par le cimetière pour visiter la tombe de ma grand-mère. J'ai convenu avec la fonctionnaire de revenir. L'après-midi pour la récupérer. Quand je suis revenu, il était déjà plus tard que l'heure. Le printemps du pays brillait comme toujours. L'arôme des fleurs flottait dans l'air. Couches et couches qui s'imprégnaient dans la peau, devant la porte de la prison. Ariane était assise sur le bord du trottoir. Les pétales tombaient sur ses épaules. Ce n'était plus la jeune fille naïve d'avant. Mais à cet instant, je l'ai reconnue. C'était la même que j'avais aimée autrefois. Je suis resté longtemps à la regarder. Puis j'ai tendu la main doucement. Je suis venu te chercher comme à l'époque. Frère, tu es enfin revenu. Tu m'as tellement manqué.